bien évidemment, en fait, l'intelligence voudrait que j'aille chercher le développeur, en fait, typiquement, c'est pas quelque chose qui est arrivé, hein, mais c'est une réflexion, par exemple, que j'ai déjà eue. On en a parlé avec la direction qui gère ces équipes-là. Et du coup, on transforme en fait les choses. Je deviens client et la direction, en fait, le direction devient mon fournisseur. L'idée étant, et de manière générale, c'est là où j'insiste, hein, c'est que dans la chaîne de valeur, tout en travaillant avec une organisation, des process et que ça soit cadré, et que chacun donne le meilleur au sein de l'organisation. Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé les épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI, le pivot de la transformation d'entreprise, coproduite en partenariat avec Ersas et Alliancy Le Mag, j'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, une solution SaaS simple et puissante qui aide la direction générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous jure, ça dépote. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Nawal Bensassi, qui est la directrice des systèmes d'information et du numérique de Esri France. Bonjour Nawal. Bonjour Bertrand. Du coup, Nawal, ça va être top parce qu'on fait partie là, c'est la saison du coup sur la DSI pivot la transformation de l'entreprise. Et toi, tu arrives un peu à un moment charnière dans l'entreprise. Alors, il y a tout le temps des moments charnières dans l'entreprise et tous les 3 ans, il y a des moments charnières. Mais là, il y en a un qui correspond vraiment à notre saison. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Esri, ce que fait Esri, comme ça tout le monde saura et après, on parlera de toi un petit peu plus. Ouais. Mais écoute, avec plaisir Bertrand. Donc, Esri France, aujourd'hui, donc, nous, on met en place des systèmes d'information géographique chez nos clients. Donc, on a Esri qui est l'éditeur aujourd'hui, leader sur le marché, qui s'appelle Esri. Et Esri France, en fait, est le seul distributeur donc, de la solution, de la gamme de solutions Argis sur le territoire français et une partie de l'Afrique francophone. Ok. Et du coup, c'est vous en France qui faites l'éditeur ou c'est une autre partie prenante et vous distribuez? C'est une bonne question parce que c'est vrai que nos clients nous posent, souvent, c'est pas très clair pour eux. Donc, la R&D et l'édition se fait aux US, donc avec Esri. Et nous, on s'occupe en fait d'intégrer et de déployer les solutions chez les clients et de les accompagner en fait sur des activités de conseil et de développement en fait de contenu avec nos équipes. Et du coup, ouais, parce qu'il y a une très forte partie tech d'intégration, parce que ça va super profondément dans leur système à eux. Enfin, c'est pas un truc plug and play et il n'y a rien à faire, quoi. Ah non, pas du tout. Donc nous, en fait, l'idée, c'est qu'on s'adapte aussi aux spécificités de nos clients. On a des clients de différents secteurs, hein. Ça va du public, donc privé. On a également le ministère de la Défense. Ça va être des télécoms aussi et secteur de l'énergie. Et tu conviendras du coup qu'en fonction des besoins en fait de nos clients, l'idée c'est de customiser en fait nos solutions, accompagner nos clients à l'intégration et les conseiller également pour optimiser l'usage de nos outils. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, donc vous avez la distribution exclusive sur les clients en France, c'est ça? Oui, Ok. on a la distribution en fait exclusive sur les clients en France ou tout seul ou avec nos partenaires. De la même manière, en fait, sur les autres pays, par exemple, on entendra parler de Esri UK, par exemple, ou Esri Canada, qui fait la même chose en fait sur leur territoire respectif. Et la particularité, en fait, c'est qu'on est leader sur notre marché et vraiment spécialiste en fait des SIG. Et notre objectif, en fait, vraiment, nous, on va dire le leitmotiv, c'est de dire qu'on souhaite être le jumeau en fait numérique géographique de nos clients sur le territoire français. Et du coup, vous pouvez avoir des concurrents comme Google ou des choses comme ça sur la partie géographique. Enfin, tu vois, c'est quoi l'environnement un peu concurrentiel, Alors, l'environnement? il faut pas dire ça à mes collègues, parce qu'ils trouveront ça un peu réducteur. En fait, Google, il se met sur, on va dire, une toute petite partie en fait de nos métiers. Après, pour être honnête, en fait, nos concurrents aujourd'hui, ça fait pas longtemps que je suis chez Esri France, donc je peux pas te dire en fait qui sont nos concurrents directs, je les ai pas en tête, mais c'est pas vraiment du Google. Là aujourd'hui, il y a personne vraiment en France ni au niveau du monde qui nous concurrencie sur tout secteur confondu, c'est-à-dire tu vas trouver des concurrents sur des secteurs bien spécifiques. Par contre, Ok. pour assurer en fait une transversalité et une multitude de fonctionnalités telles qu'on les offre, aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir le Ok. proposer sur le marché.
Ok. Et donc, du coup, là, donc toi, t'es arrivé il y a combien de temps? Tu sais que ça fait pas trop longtemps que tu es arrivé Euh, dans l'industrie. en fait, je suis arrivée il y a, comment dire, j'ai l'impression que je suis arrivée hier, mais j'ai également l'impression que je suis arrivée il y a une vingtaine d'années. Je suis arrivée il y a un an, à peu près un peu plus, hein, début mai 2021, donc chez Esri France pour occuper le poste de directrice des systèmes d'information et du numérique. Et pour justement en fait assurer un projet de réorganisation et de transformation de la DSI pour faire en sorte qu'elle réponde plus aux besoins en fait des métiers chez Esri France et pour que Esri France également puisse comment dire, se positionner mieux par rapport à ses clients. Et du coup, moi je trouve que sincèrement c'est un projet passionnant parce qu'il faut savoir que moi j'ai une fierté vraiment de travailler chez Esri France, hein, dans la mesure où c'est une très belle entreprise française. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une entreprise privée, où le PDG en fait est actionnaire majoritaire de l'entreprise. Donc, on est complètement autonome aujourd'hui sur nos choix. Il y a une belle culture en fait française. L'objectif en fait, c'était quelque part d'amener en fait Esri France à avoir une DSI qui soit digne de lui. Ok, d'accord. Et du coup, quand ils viennent te chercher ou quand vous vous rencontrez et que bah, du coup, ça commence à se dire, ça pourrait être cool de travailler ensemble, toi, tu te dis quoi? En fait, c'est une entreprise, si on arrive à travailler ensemble, tout le potentiel que je vois par rapport à la transformation, par rapport à la tech, c'est tel et tel point. C'est parce que tu vois, toi, directement, où tu peux aussi apporter ta qualifie dans le déploiement, c'est que lui, il a des enjeux précis que tu te sens de porter, qu'est-ce qui fait en fait que tu dis ah ouais, vas-y, c'est le truc que je dois faire aujourd'hui, quoi. Alors, c'est une bonne question, Bertrand, parce que effectivement, il peut y avoir un amalgame. Tout à l'heure, tu m'as posé la question et je me rends compte que je n'ai pas répondu. En fait, aujourd'hui, plus de la moitié de notre population est technique. Donc, on a une population en fait, de développeurs, d'architectes qui, justement, sont très techniques, hein, et interviennent directement au niveau des solutions. Moi, aujourd'hui, en fait, je n'interviens pas directement en fait, chez les clients, parce qu'on a justement des équipes pour ça, hein, qui le font. Moi, j'interviens plus au niveau, on va dire, des services support, en fait, au Ouais. niveau de l'entreprise et des fonctionnalités support pour permettre à mes clients internes de bien délivrer, en fait, quelque part, leurs solutions à leurs clients à eux, externes. Après, là où j'interviens, en fait, moi également, par exemple, au niveau de la cybersécurité, là où justement j'ai repris le périmètre, hein, quand je suis arrivée, et on a mis en place, donc, au sein d'Esprit France, tout un dispositif au niveau de la cybersécurité, aussi bien interne, donc chez nous, pour renforcer notre cybersécurité, qu'en externe, pour être en renfort du coup des commerciaux et du service juridique pour tout ce qui est en fait signature en fait, et négociation de contrats clients pour faire en sorte déjà qu'on soit aligné avec les besoins actuels de nos clients et qu'on soit au fait quelque part de l'actualité de leurs besoins futurs pour que notre roadmap, par exemple, cybersécurité, s'aligne avec les besoins futurs. Ouais, mais là, Après, du coup, ouais, tu sors de la partie support parce qu'en gros, là, ce que tu c'est dis, ça. c'est Ouais. en fait, moi, j'arrive pour faire en sorte que l'entreprise puisse travailler dans les bonnes conditions avec les bons outils, etc. Bon, voilà, il y a toujours des enjeux là-dessus. Mais en fait, là, maintenant, tu viens dans la veille technologique avancée Oui, en étant projet client pour dire, OK, en fait, j'ai une expertise tech où je suis peut-être moins dans le nez dans le guidon de l'exécution des projets clients parce que c'est pas ce que tu fais. Par c'est contre, je ça. peux apporter Mm. une brique technologique ou des briques technologiques qui vont être importantes pour notre client. Et si on ne les prend pas maintenant, on pourrait être à la ramasse dans 5 ans. Ah, mais exactement, et je trouve que c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de mon poste, hein, parce que il y a bien évidemment les ambitions d'Esprit France. Hein, Esprit France a des belles ambitions en fait de croissance aujourd'hui et de développement. Et en fait, moi, je suis à cheval en fait quelque part entre les deux. C'est que déjà en fait, moi j'ai la chance de faire partie du board donc d'Esprit France, donc je suis rattachée directement au PDG et actionnaire de l'entreprise, et ce qui fait que je suis vraiment au cœur quelque part des décisions qui sont prises et j'ai ma place. Je trouve que là pour le coup c'est un signe fort en fait d'Esprit France de montrer que la DSI est importante aujourd'hui pour lui. Et c'est une exemplarité qui donne aussi vis-à-vis de ses clients, vu qu'aujourd'hui, nous, on fait de l'informatique en fait quelque part pour les SIG. C'est que, quelque part, j'ai mon mot à dire aujourd'hui en fait au niveau du board et je suis au fait de tout ce qui se passe au niveau de l'actualité business en fait et produit en fait chez Esri France. Et quelque part, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que étant donné que moi, mes clients internes servent quelque part les clients externes, ils utilisent des outils qui, pour les clients, typiquement, par exemple, on a de l'hébergement. En fait, on propose des services d'hébergement pour les clients sur lesquels j'interviens également au service support. Il peut y avoir également tout ce qui est outils, par exemple, de développement, tout ce qui est outils de stockage,
ou tout ce que je peux mettre à disposition en fait du coup des différentes populations chez Esri France pour mieux servir les clients. Et de ce fait, forcément, il faut que je sois très alerte par rapport en fait du coup à l'actualité. Effectivement, tu parlais de veille technologique, Bertrand, d'innovation. Il y a bien évidemment tout ce qui arrive en fait de l'interne, mais je me dois aussi d'avoir cette culture en fait générale pour être en anticipation, pour faire en sorte qu'on reste concurrentiel et que je propose les meilleurs services possibles pour mes clients internes pour qu'ils puissent mieux servir en fait eux-mêmes leurs clients externes. Et je trouve que pour le coup, c'est très intéressant parce que de par la diversité aussi des secteurs, de la taille des clients en fait chez qui on intervient, ça rend vraiment le métier challenging parce que c'est pas évident, mais passionnant. Et du coup, si tu devais résumer un peu l'axe fort là, que toi tu as apporté, que tu es en train de porter dans les 1, 2, 3 prochaines années, je ne sais pas la temporalité, mais qui est en train d'arriver, c'est plutôt ton axe principal, c'est plutôt la modernisation des outils en interne parce que besoin d'accélération, besoin de mieux travailler collaborativement, etc. Ou est-ce que c'est plutôt, ou alors au même niveau, plutôt parce que des fois on est obligé de courir plusieurs lièvres en même temps, on n'a pas le choix. Est-ce que c'est plutôt en fait qu'il y a une accélération des technologies, pas forcément de rupture, mais de l'impact technologique fort sur ce que vous faites et vos clients, et que donc du coup il y a besoin de vraiment être beaucoup plus fort là-dedans parce que sinon vous pourrez vous faire dépasser par la concurrence, les besoins clients, etc. C'est quoi l'enjeu le plus fort pour vous? Alors, je dirais en fait, c'est les deux et justement, en fait, on gère ça vraiment de manière stratégique aujourd'hui. Donc, Esri France, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle en fait en fait, on a des piliers en fait sur lesquels on souhaite se développer. Donc, ils sont les axes business, client, collaborateur et société. Et par rapport à ces piliers, en fait, on a des initiatives stratégiques qui portent quelque part la transformation d'Esri France. Donc, ça va être par exemple, on a l'ambition d'être certifié Great Place to Work. On a l'ambition également d'améliorer en fait notre satisfaction client. On a une initiative stratégique qui est de digitaliser nos sales, etc., etc. Et donc la DSI et le numérique en fait arrivent au cœur de ces initiatives stratégiques déjà pour porter et être en support de cette transformation quelque part d'entreprise. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et après, bien évidemment, en fait, qui dit évolution dit qu'il faut consolider en fait quelque part les fondations et faire en sorte d'avoir une IT qui soit, une DSI qui soit robuste, qui puisse absorber la croissance et les différents projets d'évolution qui arrivent. Donc, en gros, en fait, Bertrand, il y a déjà renforcer, c'est comme une construction, en fait, renforcer les fondations pour pouvoir absorber la croissance et les différents projets qui arrivent. Et quelque part, bien évidemment, avec des sujets d'infrastructure en fait et de cybersécurité qui sont assez forts. Il y a également en fait des sujets de digitalisation parce que l'objectif en fait quelque part est de travailler de manière efficace et efficiente et même de donner envie en fait quelque part aux collaborateurs d'Esri France de travailler chez nous et d'avoir en fait une meilleure qualité de vie en fait justement à travers de l'outillage et la digitalisation en fait des différents process. Et de manière, je ne sais pas si je t'en ai parlé, donc là, on a décidé l'année dernière de lancer un projet de transformation numérique qui vise à justement à faire cet état des lieux global des besoins en fait d'Esri France en partant de l'état actuel et en prenant en considération les ambitions en fait de croissance extérieure pour justement faire en sorte d'avoir une stratégie en fait de transformation numérique d'Esri France qui réponde aussi bien à ses besoins internes que externes. Donc, si j'ai à citer, en fait, par exemple, les axes sur lesquels je travaille avec mes équipes là-dessus, sur lesquels on est, on va dire, sur le pont, bien évidemment, la cybersécurité, parce que ça change tout le temps et là-dessus, il faut qu'on soit challenging et mine de rien, en fait, si on ne traite pas les sujets cyber, on prend des risques, mais l'idée, c'est d'être concurrentiel et d'être en avance de phase là-dessus. Tout ce qui est, en fait, digitalisation, mise à niveau, en fait, de nos applications, l'automatisation, de maximiser en fait l'automatisation du coup de nos process à travers de la digitalisation. Nouveau sujet en fait dernièrement, c'est fonder en fait quelque part une data factory pour mieux utiliser nos data et avoir des systèmes en fait de reporting, de monitoring et de suivi qui soient plus efficaces en fait et efficients. Ouais. Voilà. Donc, je trouve qu'on est plutôt dans l'air du temps par rapport au sujet d'actualité qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les DSI, en fait. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que tu es plus proche
de la proposition de valeur, enfin du service au client parce que, en fait, comme vous êtes pas un éditeur de logiciel en tant que tel, mais bon, quand même très proche puisque, bon, et le distributeur exclusif plus intégrateur. Et donc, du Mhm. coup, comme c'est de la tech que vous faites, donc, du coup, tu as beau travailler sur la transformation de l'entreprise en termes d'outils, etc. Mais aussi, donc, du coup, c'est plus facile de remonter directement sur ce que fait l'entreprise cœur de métier puisque c'est de la tech. Ou est-ce que tu penses que que ça aurait été pareil même si c'était pas un éditeur de logiciel parce que le directeur général, le président qui est actionnaire majoritaire voulait absolument que ça soit comme ça que ça se passe, c'est-à-dire une tech qui rentre directement dans une direction des systèmes d'information et numérique qui rentre directement dans la proposition de valeur de l'entreprise. Est-ce que c'est plus une orientation de la direction générale qui veut absolument que ça se passe comme ça ou est-ce que c'est plus parce que toi, et comme c'est un éditeur logiciel, t'es venu dessus? Alors, moi, je dirais que je vais faire une réponse de Normand, d'apprendre, c'est un peu les deux. Non, mais pour le coup, en fait, c'est sincère, hein, c'est ce que je pense, c'est que donc Esri France, en fait, avec son changement de direction de façon générale, bien évidemment, a une stratégie qui est différente, mais qui va dans la continuité de ce qu'il y avait avant, mais qui est différente. Et nous, en fait, l'objectif de l'entreprise, et quelque part, en fait, on est aligné avec mon boss, en fait, quelque part sur le sujet, c'est que d'être le partenaire, en fait, je disais tout à l'heure, le jumeau numérique géographique, en fait, de nos clients. C'est-à-dire que nous, en fait, l'objectif, c'est qu'on parte des besoins business de nos clients et qu'on y réponde. Et quelque part, en fait, moi, j'ai la même vision à mon niveau au sein de la DSI. C'est que moi, par rapport à mon profil et par rapport, en fait, à comment je me positionne aujourd'hui, c'est comme un business partner de manière générale. On fait de l'IT pour pour répondre à des besoins business. Et donc, quelque part, en fait, moi, je dirais, Bertrand, que c'est un peu les deux. C'est que, bien évidemment, Christophe Touré, qui est le PDG d'Esprit France, lui, a sa vision, en fait, de ce qu'il attend aujourd'hui et en termes d'ambition, en fait, pour son entreprise, hein, pour Esprit France. Et moi, quelque part, ma stratégie, je la construis quelque part pour y répondre, sachant que tant mieux, tant mieux, mais les choses ne se font pas bien évidemment au hasard. C'est qu'on a des visions très alignées sur la manière de voir les choses et les orientations stratégiques qu'on prend dans la mesure où, bien évidemment, en fait, on se retrouve à s'aligner sur comment on voit l'avenir pour la DSI d'Esprit France. Donc là, on voit bien qu'il y a un duo directeur, directrice générale et DSI qui doit être méga aligné, sinon Ouais, ça fonctionne pas. exact. Moi, ce Mm. que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de DSI qui maintenant se rendent compte que cet alignement, c'est pas juste un nice to have, c'est un must have, sinon il vaut mieux partir en mission d'indep et tout, parce qu'en fait, tu peux pas travailler dans de bonnes conditions là-dessus. Est-ce que toi, dans ta position, du coup, comme ça de DSI, tu n'empiètes pas. Alors, je pense pas parce que vous avez fait gérer intelligemment et tout ça, mais quand même Mm. conceptuellement, il y a un peu, il pourrait y avoir un souci où tu as un CTO dans ta boîte quand même hein, qui a une responsabilité sur toute la partie tech. C'est quelqu'un qui doit être un expert des systèmes géographiques, qui connaît extrêmement bien le marché. Enfin, c'est une pointure, c'est une des pointures mondiales là-dessus, hein, vu que vous êtes quand même un leader mondial. Ben, en fait, toi, tu arrives en mode DSI et en gros, tu viens en transverse perturber en gros sa vision IT de son métier. Et là, du coup, bon, les organisations n'aiment pas les doubles têtes sur ce genre de choses. Comment ça se passe? Comment vous Ouais. avez réussi à créer quelque chose de peut-être de cohérent ou pas du tout? Et du coup, il faut pas en parler. Non, mais en fait, franchement, ta remarque est très pertinente hein, parce que le sujet que tu évoques, beaucoup de mes collègues le vivent hein, de manière générale hein, au sein des DSI et c'est un risque hein, et une difficulté que peut rencontrer n'importe quel DSI. Déjà, en fait, là où tu as raison, c'est qu'il est important d'être aligné avec du coup, son PDG, mais également le board. Parce que le board, en fait, c'est lui qui va porter quelque part la parole, en fait, du coup, au sein de l'entreprise. Et en n'oubliant pas, en fait, il faut également que les équipes, en fait, au sein de la DSI soient également embarquées dans cette manière de faire. Parce que de ce qu'on connaît, hein, et parfois dans des DSI classiques, hein, on a la technique d'un côté, le métier de l'autre, ça ne parle pas forcément le même langage. Et justement, on arrive à cette déconnexion, en fait, et à un moment à ce manque de dialogue entre les uns et les autres. Et forcément, ça, on va dire, avec des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Moi, je dirais, en fait, Bertrand, que c'est vraiment une conduite de changement, mais pour le coup, et c'est un effort, en fait, à fournir des deux côtés. C'est un sujet, en fait, qu'on vit partout, hein, aussi bien donc, du DSI lui-même que, en fait, par rapport aux équipes de direction. Moi, je dirais que c'est pour ça qu'un DSI, je parlais de business partner tout à l'heure, c'est que oui, il y a toute la connaissance et la compétence technique qu'on se doit d'apporter, hein, ça c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est nécessaire de comprendre les enjeux business de chacun pour que justement, on nous voit comme quelqu'un qui va être facilitateur et aidant
justement dans le cadre de la réalisation des objectifs que quelqu'un qui va complexifier les choses, arriver avec des outils pas maintenables, très compliqués à mettre en place. Et ça, je dirais que, au final, c'est l'objectif de mon métier. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est un savoir-faire, c'est-à-dire à comprendre les enjeux business de chacun avec une certaine agilité, hein, parce que les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas les enjeux de demain, et que chacun trouve son compte. Et je trouve qu'il faut avoir aussi une intelligence, justement à partir du moment où tout le monde réfléchit collectif, parce qu'au final, chacun trouve sa place au sein de l'organisation, et après, ça s'ajuste. À partir du moment en fait, où tout le monde a cette réflexion-là, et que le DSI porte et arrive à gagner la confiance quelque part de ses collègues, ça se fait en fait dans la durée. Mais ce n'est pas évident, parce que là où tu as raison, en fait, Bertrand, moi, par exemple, moi, j'ai une population très technique. Et limite, je le promets, sur certains sujets, est limite plus experte que certaines personnes de mon équipe. Mais après, justement, chacun ayant son métier et ça dans l'organisation, l'objectif est justement de démontrer, avec une logique, en fait, et des exemples concrets, l'intérêt qu'auraient les directions business à passer par la DSI, sachant que, et je le répète, et ce n'est pas des mots que je prends à la légère, nous, on est au service du métier. Quand on fait des choses, on est service support, c'est justement pour être facilitateur et apporter une valeur ajoutée en fait aux différents collaborateurs et au quotidien en fait de l'entreprise. Et il faut vraiment qu'il y ait une corrélation quelque part entre ce qu'on met en place et les besoins. Et à partir du moment où tout ça c'est suivi, en général, ça arrive à bien tourner en fait. Ça évangélise, et de bouche à oreille, la confiance se gagne et pour moi, ça tourne bien. En tout cas, mes Et expériences. du coup, tu vois, j'ai quand même. Ouais. C'est pas une, Ouais, vas-y, vas-y. c'est pas une réponse de Normand que tu m'as fait. Je dis pas ça, je veux juste être sûr de comprendre. Par exemple, tu Ouais. vois, quand tu es une business unit, tu réponds à des appels d'offres, tu en gagnes, machin, mais commencer à avoir des questions techniques que tu n'adresses pas encore. En fait, ça peut vite se retourner en un an et demi, que ces petites questions-là deviennent la norme, que ça passe de une ou deux questions à 10 questions et qu'en fait, du coup, les gens attendent un niveau d'exigence que toi, tu ne vas pas pouvoir délivrer parce que, en gros, le temps de te mettre en marche. Normalement, c'est quand même au directeur de la business unit de sentir ça commercialement, etc., de faire les recherches ou autre. Et il pourrait y avoir là-dedans des parties tech, tu vois, sur la cybersécurité, sur d'autres choses, sur d'autres technos. Là, à ce moment-là, comme en fait ces personnes-là chez toi ont en fait une capacité technique importante, une expertise, est-ce que du coup, ils se sont déjà retrouvés en difficulté parce que ayant plein de projets clients, etc., ils n'ont pas eu le temps ou pris le temps d'investiguer des petits signaux faibles qui leur ont coûté après. Et donc, du coup, ils se sont dit, en fait, si la DSI peut nous aider là-dessus, on est preneur. Première possibilité. Est-ce que non, ils ont eu ces signaux faibles, ils se sont dit, ils n'ont pas encore eu le problème de ne pas avoir fait, mais ils se sont anticipés à dire, on n'aura pas le temps de faire parce qu'on est déjà surchargé et que donc, du coup, on n'aura pas le faire. Donc, du coup, ils viennent vous voir là-dessus. Ou est-ce que c'est une autre façon de faire? Parce que du coup, tu vois, c'est quand même eux qui ont les signaux faibles de base qui disent, attention, nos clients sont en train de nous level up. Et donc, du coup, en fait, ce que tu fais avec le juridique, tu me disais le commercial sur la partie contractuelle et cybersécurité, ils auraient pu très bien le owner dans leur business unit parce que c'est leur relation client, quoi. Je commence par la fin, parce que typiquement, tu as parlé de la cybersécurité, c'est un bon exemple. La cybersécurité, là aujourd'hui, donc bien évidemment, on a mis en place un process, parce que justement, l'idée, c'est de sécuriser justement cette partie-là. Et puis, comme je dis, on est vraiment dans avoir une meilleure qualité de service avec nos clients. Mais pour te dire, en fait, c'est que le service en fait tourne bien, c'est-à-dire que en fait, quand il passe par la cyber, c'est qu'il voit une vraie valeur ajoutée. Et quelque part, ils ne les subissent pas. C'est que ça y est, en fait, là maintenant, ça a mis un an, bien évidemment, à se mettre en place. C'est que, justement, le métier se sent confiance parce qu'il trouve, le service est au rendez-vous. Ça le décharge, en fait, mentalement, physiquement, d'un point de vue temps, en fait, temporellement parlant de cette partie-là. Et du coup, lui, limite, ce n'est même pas une obligation. C'est que, de manière générale, après, bien évidemment, Bertrand, ça a mis du temps à se mettre en place. Il passe par mon équipe, en fait, côté cyber, parce que pour lui, c'est une valeur ajoutée. Et quelque part, en fait, ça lui permet de mieux gérer son appel d'offres ou son renouvellement d'appel d'offres, etc. Et après, Bertrand, donc de manière globale, si j'ai bien compris ta question, comme je le dis, l'idée, c'est vraiment de créer une bonne intelligence. Imaginons, par exemple, demain, moi, j'ai besoin de développeurs Python dans le cadre d'un projet, en fait. J'en ai pas, là, aujourd'hui, dans l'équipe. On en a aux équipes métiers, tout en travaillant de manière processée et industrialisée.
bien évidemment, en fait, l'intelligence voudrait que j'aille chercher le développeur. En fait, typiquement, c'est pas quelque chose qui est arrivé, hein, mais c'est une réflexion, par exemple, que j'ai déjà eue, on en a parlé avec la direction qui gère ces équipes-là. Et du coup, on transforme en fait les choses. Je deviens client et la direction, en fait, l'autre direction devient mon fournisseur. L'idée étant, et de manière générale, c'est là où j'insiste, hein, c'est que dans la chaîne de valeur, tout en travaillant avec une organisation, des process et que ça soit cadré, et ben, que chacun donne le meilleur au sein de l'organisation. Donc, c'est défini. Après, ça n'empêche pas que ça évolue. La Bertrand, aujourd'hui, la cybersécurité, elle est au niveau de la DSI parce qu'on est en phase build. Et quelque part, l'idée, c'était d'arriver à un certain degré de maturation et construire cette équipe et ce programme et cette roadmap. Dans quelques années, rien n'empêche, hein, ce que je dis, il faut vraiment être agile, hein, il ne faut pas avoir des idées préconçues ou des vérités absolues. Peut-être que demain, on se dira qu'il faudra qu'elle soit ailleurs. Et peu importe. De toute façon, là où j'insiste, c'est que sans idée préconçue, moi je pars du principe qu'une DSI, elle est là pour répondre aux besoins. Le DSI d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, aujourd'hui, dans 10 ans, ne sera pas forcément le même. Donc je pense qu'il faut savoir vraiment évoluer avec son temps et avec les besoins et savoir être souple et être à l'écoute, en fait, quelque part, des évolutions organisationnelles qu'il faut avoir. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Et du coup aussi, ce que j'entends, c'est que sur une thématique très précise qui est la cyber, vous avez montré que vous pouvez vraiment les aider à être vraiment au cordeau Ouais. avec eux, etc. Donc, vous avez gagné aussi en légitimité. C'est une première étape dans comment on peut travailler ensemble sur des sujets tech en transverse, quoi. Exactement. Par exemple, la cybersécurité, moi, quand je le décris, je dis c'est un centre de compétences partagé, donc un shared service center, qui aujourd'hui donc, est au service des besoins internes, comme des besoins en fait, qu'on peut avoir avec nos clients externes. Et après, à partir du moment où tu as un centre de compétences, tout le monde en fait, peut en profiter. Et j'insiste, à partir du moment où c'est organisé, structuré et suivi. Tu vois. Ça ne part pas dans tous les sens. Voilà. Pour Ok. assurer cette amélioration continue. Ok. Et est-ce que du coup, demain, ça veut dire que après avoir enfin, s'il y avait un autre type de besoin technique sur, je sais pas, par exemple, les intégrations, il y a de plus en plus d'intégration avec les outils, il y a vraiment un besoin d'intégration. Il s'était intégré avec une dizaine d'outils, maintenant il faut s'intégrer avec 100 outils pour que ça puisse fonctionner. Mmh. Que toi, tu Mmh. puisses monter avec tes équipes en compétence sur la capacité de créer plus d'intégration, une tech là-dessus autour de ça pour faciliter le travail des équipes opérationnelles. C'est des choses qui seraient Mmh. possibles à partir du moment où tu as un besoin récurrent de grande ampleur. Oui, bien sûr, parce que tu vois, par exemple, typiquement, là, aujourd'hui, le cloud se développe. Donc là, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est que je renforce en fait la DSI sur des besoins cloud. C'est là où je te dis, en fait, à un moment, il faut évoluer, en fait, quelque part avec son temps. Et en fait, ce qu'il faut voir, hein, c'est que nous, en fait, j'insiste, hein, l'objectif, c'est qu'on réponde aux besoins de nos clients. Donc, c'est-à-dire chacun fait son métier, Bertrand. Parce qu'en fait, il faut imaginer que dans les équipes techniques, par exemple, il va y avoir des équipes qui vont être au service de personnes qui sont au service des clients. Donc, quelque part, en fait, l'objectif, c'est que chacun se ressente sur son métier. Si, par exemple, un consultant, eh ben, lui, son métier, en fait, quelque part, c'est de faire du suivi client, ben, typiquement, il a tout intérêt à laisser d'autres directions, tant que ça répond à son besoin, répondre à des demandes d'évolution ou d'outillage, en fait, qu'il peut avoir, tant que lui se concentre sur son métier. Tu vois, et c'est là où… et je trouve d'ailleurs c'est la richesse et la difficulté, hein, on ne va pas se mentir, dans une entreprise comme la mienne, parce que typiquement, si tu ne mets pas en place quelque chose, même s'il y a des process et tout, on entend tous parler de shadow IT et du jour au lendemain, tu as des choses qui sont développées que tu ne vois pas venir, même si à date, en fait, avec la cyber et tout, c'est plutôt cadré, mais bien évidemment, on n'est pas à l'abri. Et l'idée, en fait, c'est même d'enlever en fait, cette envie à la personne, dans la mesure où elle se dit que ça va, même si elle sait faire, voilà, c'est pas parce que tu sais faire que tu fais. Après, rien n'empêche d'avoir, par exemple, un projet de transverse, tu sais, pour que les gens soient motivés, qu'ils aillent au-delà, en fait, quelque part de leur zone de confort et de leur quotidien, où on va solliciter tel centre de compétences, de ressources pour faire un projet défini. Et moi, je crois vraiment beaucoup, Bertrand, au pouvoir du collectif et à l'intelligence collective, pas mettre, en fait, quelque part des cases. On travaille. L'idée, c'est vraiment qu'on travaille en bonne collaboration. Et ce que tu disais tout à l'heure, au sein du CODIR, on est une équipe. Chacun apporte en fait son expertise et sa valeur ajoutée. Nos équipes, c'est pareil. Et l'idée, c'est que ça bouge et que chacun trouve sa place au sein de l'organisation, aussi bien par rapport à des postes définis que sur des sujets en fait matriciels, transverses, où toute la valeur ajoutée, c'est de découvrir en fait d'autres métiers, tu vois, de travailler avec des gens avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler et apporter des choses en fait, des compétences qui vont aller au-delà de ce qu'on peut apporter au quotidien.
Et je trouve que c'est une richesse. Et quelque part, il faut en profiter et pas le voir en frein à l'évolution. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est un style de management, de suivi qui est différent. Et c'est là où je trouve les enjeux et les challenges en fait, qui sont aujourd'hui au niveau des organisations, qui ne sont pas forcément faciles à suivre. Mais moi, je suis persuadée qu'on va plus vers des organisations comme ça. Ouais, de ouf. De toute façon, le problème dans le mot équipe de direction en général, c'est le mot équipe, quoi. C'est que c'est des directeurs, mais tant qu'ils sont pas là en mode équipe, l'entreprise va pas bien. Et souvent, on voit que la désorganisation de quand tout est prioritaire au même niveau dans une boîte, c'est qu'en général, en gros, on n'est pas d'accord sur la priorisation des choses. Donc, forcément, ça pose souci. Mais on peut pas trop le dire quand on est en interne. Donc, j'ai la chance de pouvoir le dire comme ça. Mais ok. Et du coup, dans ce que tu dis aussi, donc en gros, tu as la DSI en mode. Alors, moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense qu'il ne faut pas définir la DSI en mode service parce que le problème, c'est que de service, on passe à support et de support, on passe à outillage. Et donc, du coup, on est vite un petit peu mis au placard. Je pense que, comme tu as dit aussi, tu es partenaire. Donc, tu es partenaire avec eux. Donc, il y a une relation aussi de partenaire, donc c'est-à-dire de respect. Des fois, dans le business, j'ai l'impression que le respect se perd. Si je te disais le nombre de fois où j'ai des gens qui ne se pointent pas au rendez-vous, qui disent même pas bonjour ou qui répondent plus à l'email alors que c'est eux qui t'avaient contacté. En gros, et dans l'entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est obligé de recréer des façons de dire attention, on se respecte dans la façon de travailler ou autre. Il n'y a pas de personne et support de personne, mais de partenaire. On est une équipe, c'est ce que tu disais. Et du coup, dans ce que tu dis aussi, c'est que tu interviens à de plus en plus de niveaux, que ce soit dans la proposition de valeur, dans les risques, dans le côté contractuel à la cybersécurité, dans le support, etc. Et donc, du coup, tu es au cœur de toute l'entreprise. Et du coup, tu vois, il y a une notion qui arrive de plus en plus sur le côté architecte d'entreprise. Et en gros, tu vois, il y a l'architecture des services IT, OK, des systèmes d'information ou autre, OK. Mais il y a ce côté architecture. Donc, tu as dit comment on travaille, comment on collabore, comment on teste des choses, comment on crée des projets transverses, comment on réalloue des équipes entre elles, comment on se prête des compétences. Donc, tu vois, c'est quand même ça interroge énormément sur cette architecture-là. C'est-à-dire, en fait, il y a plein de choses qui vont changer sur la façon de travailler, sur la façon dont on travaille ensemble. Et est-ce que du coup, toi, tu as conscientisé que tu étais en train de changer l'architecture, enfin, quand tu dis je, quand tu dis tu, enfin, toi et personne, l'architecture globale de l'entreprise, ou est-ce que c'est pas trop conscientisé et en fait, vous le faites de manière itérative et en fait, oui, ben, au final, c'est ce que vous faites. Est-ce que de préfecture, c'est parce que des fois, ben, les deux méthodes fonctionnent, mais comment ça se passe en fait? Non, j'en suis consciente. Hein. Et quelque part, c'est quelque chose qui est assez comment dire, compris en fait, par l'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on transforme l'entreprise avec le digital, tu vois, quelque part. Donc, bien évidemment que l'architecture change. Déjà, j'en suis consciente, ne serait-ce que par rapport au recrutement. Tu vois, par exemple, là que j'ai lancé, j'ai des recrutements, par exemple, là, je recrute en fait un architecte fonctionnel, également un architecte cloud réseau, parce que justement, j'ai besoin d'experts, tu vois, qui m'accompagnent d'un côté, par exemple, sur le design des process de l'entreprise, tout en les digitalisant avec une urbanisation, en fait, on assure une urbanisation de l'IT, et de l'autre côté, c'est l'enjeu dont je parlais tout à l'heure, en fait, cloud réseau, donc j'ai besoin de quelqu'un également qui soit expert là-dessus et qui nous accompagne à avoir cette vision globale pour que ça s'imbrique bien, en fait, quelque part, et ce qu'on met en place, non seulement soit cohérente par rapport à l'existant, mais qui s'adapte également au futur. Après, Bertrand, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, le service, il ne faut pas le voir comme quelque chose de péjoratif. Hein. Quand on dit qu'on est au service, en fait, moi, je le vois au service, comme je te le disais, comme une direction RH peut être au service, comme je te disais, à un moment, une direction des développements peut être à mon service. C'est vraiment et tu l'as dit, en fait, c'est le mot magique, c'est une collaboration. C'est jusqu'à un moment, en fait, bien évidemment, il faut définir les rôles. Et à un moment, tu es dans un rôle client-fournisseur qui peut s'inverser par la suite. Et quelque part, en fait, pour moi, ce n'est pas une histoire de DSI. Bien évidemment, après, comme je te disais, c'est que le métier évolue, en fait. Les techs évoluent énormément. Donc, ça va tellement vite que tu peux vite te retrouver dépassé 2 ans, 3 ans. Donc, à un moment, si tu restes en fait sur tes lauriers et que tu n'évolues pas non seulement technologiquement parlant ou par rapport au business, parce que là aujourd'hui, le problème, c'est que ça va très très vite. Forcément, tu es dépassé et à un moment, tu es décorrélé par rapport aux besoins. Et forcément, à un moment, vu qu'on est dans des entreprises quand même pour créer des chaînes de valeur, ça clash parce qu'il y a une décorrélation complète par rapport aux besoins d'un côté et au service de l'autre. Donc ça, c'est un premier point. De deux, en fait, on ne va pas faire l'éducation des gens.
Là, aujourd'hui, de manière générale, hein, quand tu dis, voilà, les gens ne disent pas bonjour et tout, enfin, ça, c'est pas lié, tu vois, des sites, tout ça, on va dire, je vais rentrer dans les stratégies d'organisation et on va dire toute la partie sociale, en fait, qu'on vit au sein des organisations, aussi bien professionnelles que dans le privé. Et je trouve que du respect, ça se gagne. L'éducation, tu vois, je la mets à côté, enfin, moi, sincèrement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, parce que ça a drivé toute ma carrière à date. C'est quelque chose que j'ai plutôt bien réussi. À chaque fois que je suis arrivée quelque part, hein, tu vois, le terme business partner, c'est pas du bullshit. Et l'une des premières évolutions qu'on remarque quand justement je porte en fait quelque part cette évangélisation business partner, c'est on dit, bah, tiens, en fait, on sent l'IT, vous êtes plus proche du métier, que vous êtes plus à l'écoute. Pourquoi? Parce que, j'insiste là-dessus, c'est normal, c'est mon métier, c'est business first. Par contre, business first, c'est pas sans règles en fait. Oui, tu as business first, mais moi j'ai mon expertise, j'ai aussi mon cadre, mes budgets, tu vois, j'ai aussi mes problématiques avec les bons outils, justement, de suivi, etc., avec aussi beaucoup de transparence. À mon sens, avec une intelligence collective, on arrive à avancer dans le bon sens, dans la mesure où on fait comprendre, et là pour le coup, ça va au-delà de la DSI, Bertrand, c'est que collectivement, on arrive à avancer dans le bon sens en faisant en sorte que donc chacun dans son domaine d'activité, la DSI, le marketing, les RH, etc., apportions de la valeur ajoutée en fait aux équipes de production. Parce que c'est ça en fait en vrai, c'est que tu as les équipes support d'un côté, la production de l'autre. Je tenais à le préciser parce que je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Ouais, mais c'est cool. Mais du coup, tu vois, c'est intéressant parce que souvent, on emploie des mots, on a tous des significations différentes, alors que, tu vois, je pense qu'on n'a pas de problème sur la langue, mais tu vois, même sur les rôles, les titres, etc., PMO, chef de projet, directeur d'études. En fait, tout le monde dit des choses et en fait, tout le monde pense avoir la même définition derrière. En fait, en fonction des contextes, des histoires ou autres, on n'y attache pas les mêmes choses. Et c'est vrai que moi, le point que j'ai sur la partie service, c'est que j'ai eu beaucoup de témoignages où, en fait, la notion la notion de client interne et de respect là-dessus était pas tout à fait la même et donc du coup ça fonctionnait pas bien et du coup je trouve que le mot partenaire aligne peut-être plus facilement les différentes parties prenantes sans avoir à définir Après, vraiment ce bien que les tu dis, choses. c'est connu. Hein. Moi, je m'entends plein de fois, hein, qu'on soit d'accord. Mais voilà. Ok. Donc, et du coup, est-ce que du coup, aujourd'hui, avec ton directeur, il y a une architecture cible précise de la façon dont vous diriez travailler, ou est-ce que c'est plutôt des mantras de collaboration, d'efficience ou autre qui vous guident pour arriver pas à pas vers une destination qui n'est pas forcément définie dans le sens, il n'y a pas une belle slide dans un PowerPoint qui voit comment on aimerait travailler, mais plutôt dire, en fait, il y a des choses qui doivent changer, on va le faire pas à pas et on va voir où ça nous mène, mais si on garde ces mantras-là, ça devrait bien se passer. Alors aujourd'hui, en fait, on a un comité stratégique donc, global qui se réunit 4 fois par an, dont je fais partie, qui quelque part définit et suit la stratégie de l'entreprise. C'est un collectif là aujourd'hui, donc qui est piloté par le PDG, mais auquel on participe tous, déjà le CODIR et puis d'autres personnes en fait de nos directions qui portent en fait les initiatives stratégiques transformatrices pour l'entreprise. Donc déjà, il y a un collectif qui le fait. Et moi, donc là aujourd'hui, donc moi depuis que je suis arrivée, je travaille parce que bien évidemment, on passe par des étapes, Bertrand. C'est qu'il y a eu le rapport d'étonnement, la mise à plat, la définition en fait déjà j'ai lancé en fait plusieurs diagnostics, cybersécurité, réseau, process, tout ça. Donc l'idée, c'était d'avoir un point de départ pour ensuite, vu que là aujourd'hui, on sait où on veut aller par rapport à des objectifs en fait factuels bien définis. L'idée, c'est que je définisse en fait la stratégie numérique qui va avec en fait. Et comme je disais, c'est d'accompagner quelque part et d'être le fil, la colonne vertébrale, la transformation numérique est la colonne vertébrale de toutes les initiatives stratégiques aujourd'hui qui sont lancées au niveau de l'entreprise pour la transformer à travers donc 3 axes de cette transformation numérique qui sont le digital, les process et la data. Donc, à date, je n'ai pas cette vision parce que forcément, on y travaille. Il est prévu en fait donc à septembre. Donc là, je me fais accompagner en fait d'un cabinet pour travailler sur toute la partie cadrage de cette transformation numérique et arriver en fait en septembre avec une vision globale de la stratégie et de la roadmap projet à mettre en place, tout en gardant en tête. Et c'est là où je trouve toute l'intelligence, et c'est pour ça qu'on est là, nous, en tant qu'être humain, avec chacun avec son expertise et expérience, c'est que ça évolue. Le monde évolue. En fait, le business évolue. Donc forcément, en fait, il y a des ajustements à réaliser, à mettre en place qu'il faut accepter en tant qu'être humain, d'où le fait qu'on parle de scalabilité aussi d'agilité, parce qu'il faut être alerte aussi par rapport à tout ce qui se passe
Et pas, tu sais, on a tous connu les projets de 5 ans en fait, qui voient le jour 10 ans après et qui sont complètement décorrélés par rapport aux besoins initiaux. Donc, c'est là où l'idée, c'est justement, nous, on n'est pas du tout là-dedans. Et notre manière de travailler fait qu'on n'est pas là-dedans. Et notre rôle, mon rôle, moi, en tant que DSI, justement, c'est d'ajuster et d'accepter que la décision qu'on a prise il y a 6 mois, elle a évolué aujourd'hui, mais il faut garder une certaine cohérence. Que par rapport aux équipes, par rapport aux investissements, par rapport à toutes les énergies qui sont faites. Et c'est notre rôle, nous, donc au niveau du board, pour faire en sorte d'avoir le bon curseur au niveau de l'ajustement pour s'adapter en fait au changement et à l'évolution. Voilà. Et du coup, ce que tu dis, c'est tu fais un travail. Donc, il y a des instances de réflexion. Petit à petit, vous faites un constat et vous trouvez des éléments qui changent. Enfin, vous trouvez des choses, des enjeux à changer, etc., et faire évoluer. Vous n'avez pas de photo précise à l'arrivée. Et en même temps, si vous l'aviez, des fois, on met 5 ans à l'avoir et quand le temps de la mettre en place, ça ne marche plus. Est-ce que du coup, tu parlerais plutôt d'architecture d'entreprise agile? Alors aujourd'hui, en fait, on ne l'a pas acté, on est conscient, mais justement, toute cette méthodologie, on est en train de la créer et quelque part, on s'appuie, en fait, l'entreprise s'appuie sur la DSI pour apporter cette méthodologie-là et cette vision-là. Donc, je te disais, en fait, là aujourd'hui, tu sais, tu parlais d'architecte. Donc, moi, par exemple, je me suis staffée, là, je recrute un architecte fonctionnel, donc quelqu'un qui va piloter le design des process et méthodes. Okay. Comment dire, là, à date, pour être honnête, je ne suis pas tout à fait au clair, parce que c'est normal, on est en phase d'étude de comment est-ce qu'on va travailler. On est conscient qu'il y a des méthodes de travail à mettre en place, mais ça dépendra aussi, tu vois, de ce qui ressortira quelque part de cette phase de cadrage. Bien sûr. Mais je t'avoue, je ne suis pas suffisamment mature là à date pour te dire ce qu'il en est. Ouais. J'en suis consciente. On refera un podcast dans 2 ans. C'est ça, exactement. Et je te daterai, tu sais. Bon, mais super, Nawal, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a un élément complémentaire sur lequel tu aimerais finir ou c'est bon? Non, écoute, pour moi, c'est bon. Non, mais c'est cool. Je pense qu'on a fait un bon tour. Il est top, là, l'épisode. C'est super, Nawal. Bon, mais trop cool. Eh bien, écoute… tu as une bonne compréhension vraiment de nos métiers. C'est assez impressionnant. Des problèmes. Non, des problèmes, c'est vrai. Comment dire. Après, bon, il y a l'art et la manière aussi. Tu ne peux pas dire les choses de manière très directe. Mais tu as raison. Non, mais moi, par contre, Bertrand, moi, j'y crois. Là, ce que je te dis, j'y crois. J'ai déjà mis en place. Et c'est de l'intelligence humaine. Là, pareil, là, c'est du off. La bêtise est humaine et l'intelligence est humaine. Et quand tu enlèves, en fait, quand tu arrives à ce que chacun y trouve son compte, parce qu'en vrai, c'est ça, en fait. Tu sais, c'est les intérêts en fait, de l'individu par rapport aux intérêts du collectif. Tu trouves ton compte, en fait, quelque part. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn en me taguant, je répondrai à vos questions et mon interview le fera aussi avec plaisir. C'est super important pour faire connaître le podcast et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes. Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.